Alors, donc, on va présenter aujourd'hui donc l'analyse le projet de l'analyse des données financières. Donc, le projet il consiste à analyser des données boursières pour prédire le futur. Donc, la source de données, c'est investic.com. Les données représentent en fait les actions boursières tunisiennes. Donc, bien sûr, on parle d'une index. Donc, tout d'abord, on a importé les différentes bibliothèques. Après, on a aussi importer la bibliothèque Globe qui va en fait importer plusieurs data à la fois. Donc, je passe. Donc, après, on a lu, on a lu le contenu de ces data. Donc, et par rapport aux informations retenues de cette data, on peut dire que notre data, elle contient en fait les dates, les prix, le open price, le high price, le low et les volumes de chaque titre. Donc, notre data, elle parle en fait de l'évolution de chaque titre à un certain le prix de chaque titre à un certain date. Donc je passe on va tout d'abord utiliser certains boucles. Donc les boucles, c'est d'abord pour changer le type de la data. Donc, le type de date et pour aussi changer l'index. Donc, après, on va créer en fait une liste. Donc, cette liste, elle va contient donc les différentes prix de chaque titre à différentes dates. Donc, je passe. Donc voilà notre base de données. Donc juste on va maintenant concaténer donc les noms de chaque titre d'entreprise à sa colonne correspondante. Donc et voilà notre base de données, elle est prête. Donc je passe. On va vérifier s'il existe des valeurs manquantes ou non. Et comme vous êtes en train de voir, donc il existe à certains niveaux, donc plutôt dans les plupart des titres, donc plusieurs valeurs manquantes. Donc je passe. Donc le total des valeurs manquantes qui existent dans notre base de données, c'est 35 432. Donc voilà en fait le plot de notre base de données. Donc ce plot, il correspond en fait l'évolution, il représente plutôt l'évolution plutôt la variation de prix de l'action de chaque entreprise à différentes dates. Donc, on peut remarquer que par rapport à la courbe rouge, donc, c'est le titre d'une telle action. Donc, entre la période 2010 et 2014, il y a une évolution très importante au niveau de prix de l'action en 2012, où elle a marqué un pic important. Donc, bien sûr que ce pic, il est engendré suite à un événement concernant cette entreprise et qu'à partir de 2014, on peut aussi constater en fait que le prix est stabilisé. Donc, après, je passe, voici les titres d'entreprise où on peut trouver des valeurs manquantes. Donc, je passe. Donc, ici, c'est le même plot, mais juste on va voir que, il y a des coupures dans les courbes, donc on peut dire que c'est en fait les valeurs manquantes. Donc, je passe. Donc ici, en fait, on a remplir les valeurs manquantes. Du coup, on peut voir une continuité des courbes. Donc, voilà, je passe. Donc maintenant, en fait, on a aussi vérifié que notre base de données, elle ne contient pas de données manquantes. Donc je passe au calcul du rendement. Donc voilà un plot qui représente en fait le rendement de notre base de données. Donc il existe une fluctuation par rapport au prix. Donc je passe.
Donc voilà le rendement de chaque titre. Donc on a calculé le rendement de chaque titre et on peut dire que le rendement le plus élevé est le meilleur rendement. Donc je passe. Après avoir calculé donc les rendements, euh, on a en fait plutôt on a vu le rendement minimum et le rendement maximum. Donc, le rendement minimum, il correspond donc à l'entreprise AMS et le maximum, il correspond à l'entreprise STEC. Donc, je passe au calcul de volatilité et lorsqu'on dit volatilité, donc, c'est-à-dire elle permettre de mesurer donc, le degré de dépendance d'un titre vis-à-vis à son cours moyen ou par rapport aux fluctuations du marché. Donc, plus la volatilité est baisse, moins le risque attaché au titre est important et réciproque. Donc, voilà donc, la volatilité en fait calculée des titres de notre base de données. Donc, je passe. Donc, après, en fait, on a concaténé les deux colonnes volatilité et rendement dans une même base de données. Donc, voilà le titre en fait, on peut ici voir que le titre de steak représente la volatilité la plus importante, donc c'est-à-dire que le risque attaché à ce titre est très important, ainsi que pour le titre ARTS, il représente la volatilité le moins important, donc c'est-à-dire que le risque attaché à ce titre est moins important. Donc je passe. Donc après on a en fait euh, calculer la corrélation entre la volatilité et le rendement. Donc, on peut constater qu'il existe une faible corrélation entre les deux. Donc, je passe. Pour le rendement de portefeuille, donc Pandas a trié tout d'abord les colonnes par ordre alphabétique. Donc, on va aligner correctement les poids sur les noms des colonnes. Donc, on a vérifié que le total, donc voilà, on a calculé le poids de chaque entreprise tout d'abord. Après, on a vérifié que le total est égal à 1. Donc, voici le poids de chaque titre. D'accord, je passe. Alors, on va maintenant calculer les rendements des actifs de portefeuille. Donc, voici donc, le rendement calculé. Donc, je passe. Après, on a calculé le rendement pondéré des actifs. Donc, les rendements de portefeuille en fait sont simplement la somme des rendements pondérés des actifs. Euh, donc, on va donc ajouter les lignes. Donc, on a tracé après l'histogramme donc par rendement. Donc, voici l'évolution du rendement. D'accord, donc le rendement de portefeuille est compris en fait entre -0,01 et 0,01. Donc il atteint une fréquence maximale environ de -400. Environ de 400, je m'excuse. Donc merci et je cède la parole à Ahmed. Merci Mariam. Donc maintenant, on va étudier l'optimisation du portefeuille. D'abord, on va calculer le log de rendement, puis on va calculer la matrice de covariance à partir du log de rendement. Euh, Nous allons maintenant simuler 5000 portefeuilles aléatoirement. On a fait une création d'un tableau vide puis, pour stocker les poids du portefeuille. Puis, on a créé un tableau vide pour stocker les rendements de portefeuille. On a créé un tableau vide pour stocker les risques du portefeuille. Et finalement, on a créé un tableau vide pour stocker le ratio de charge de portefeuille. Puis, on a exécuté the for loop. Tout d'abord, on a
on a calculé le poids de chaque rendement. On a gardé le poids dans une liste. Puis, on a gardé le rendement de portefeuille. On a calculé le risque d'un portefeuille et le ratio de Sharpe d'un portefeuille en supposant un taux sans risque de 0%. Maintenant, on va créer le portefeuille de variance minimale et le portefeuille de tangence. Voici le risque avec Argmin et le ratio de Sharpe avec Argmax. Le ratio de Sharpe maximum est estimé à moins 0,61 et le risque minimum de portefeuille est estimé à 0,054. Donc, puisque nous simulons que 5000 portefeuilles, le but de cet exercice est de démontrer le processus sous-jacent pour obtenir un portefeuille optimal. Donc, on veut visualiser les poids des portefeuilles. On va commencer tout d'abord par le portefeuille de variance minimale qui se présente comme suit. Puis, on va passer à visualiser le portefeuille de variance maximale qui est en fonction de poids de portefeuille. Maintenant, on va tracer les 5000 portefeuilles à l'aide de ce graphe scatterplot. Ce graphe représente l'optimisation du portefeuille et de frontières efficientes. On peut dire que les meilleurs portefeuilles se trouvent avec le minimum de risque et un maximum de rendement. Le portefeuille ayant un rendement le plus élevé possède le risque le plus élevé. Donc, c'est le meilleur portefeuille. Le choix de portefeuille dépend de l'investisseur. Soit il est averse au risque ou il aime le risque. Donc, maintenant, on va calculer le rendement cumulatif du portefeuille, le poids de l'actif. Et puis, on a calculé le poids de rendement. Pour calculer les rendements cumulés, on doit utiliser la fonction CAMPROT. Puis, on a tracé les rendements cumulés de nos portefeuilles. Maintenant, on a créé une liste composée de rendement et de volatilité pour l'utiliser à calculer les classifications. La partie classification, on a utilisé la méthode Camis. C'est la méthode la plus usuelle pour choisir le nombre de clusters et de lancer Camis avec différentes valeurs de K et de calculer la variance des différents clusters. La variance est la somme des distances entre chaque centroïde d'un cluster et les différentes observations incluses dans le même cluster. Ainsi, on cherche à trouver un nombre de clusters K de telle sorte que les clusters retenus minimisent la distance entre leurs centres, c'est-à-dire les centroïdes, et les observations dans le même cluster. On parle de minimisation de la distance intraclasse. La méthode ELVO, c'est la méthode de coude. Une étape fondamentale pour tout algorithme non supervisé consiste à déterminer le nombre optimal de clusters dans lesquels les données peuvent être regroupées. La méthode du coude est l'une des méthodes les plus populaires pour déterminer cette valeur optimale de K. Donc, pour la méthode de coude, on a utilisé la distorsion et l'inertie. On a importé from Special Distance, cdist, pour calculer la distance. Tout d'abord, pour la méthode Camis, on a utilisé distorsion
Elle est calculée comme la moyenne des distances au carré des centres des clusters respectifs. Généralement, la métrique de distance euclidienne est utilisée. Donc, voilà le graphe de Hilbert method using distortion. Puis, on a utilisé l'inertie. C'est la somme des distances au carré des échantillons au centre de leur cluster le plus proche. Donc, ici, on remarque sur ce graphe la forme d'un bras où le point le plus haut représente l'épaule et le point où K vaut 9 représente l'autre extrémité. La main, le nombre optimal de clusters et le point représentant le coude. Ici, le coude peut être représenté par K valant 2, 3 ou 4. C'est le nombre optimal de clusters. Généralement, le point du coude est celui du nombre de clusters à partir duquel la variance ne se réduit plus significativement. En effet, la chute de la courbe de variance et inertie entre 1 et 4 clusters est significativement plus grande que celle de 5 à 9. Donc, on a présenté la méthode Hilbert Curve avec une autre façon. Donc maintenant, on a utilisé la méthode de K-means. On a choisi comme nombre de clusters K égale à 4. Donc, c'est le plot de volatilité et le rendement avec un nombre de clusters égal à 4. Puis, on a fait une affectation des classes à chaque titre d'entreprise. Ici, on a remarqué on remarque que la plupart des titres existent dans la 4e classe et dans la 1re classe. Ensuite, on va utiliser la méthode de Word. C'est la méthode de Word est la plus courante. Elle consiste à réunir les deux clusters dont le regroupement fera le moins baisser l'inertie interclasse. C'est la distance de Word qui est utilisée. La distance entre deux classes est celle de leur barycentre au carré pondéré par les effectifs des deux clusters. On suppose tout de même l'existence de distances euclidiennes entre observations. Cette technique tend à regrouper les petites classes entre elles. Donc, voici le dendrogramme. Donc, on remarque ici que la méthode de Word a proposé comme nombre de clusters K égale à 3, celle en rouge, en vert et celle à ce niveau-là. Donc, ici, donc, on a choisi comme K égale à 3. Et finalement, c'est le scatter plot de la méthode Word avec K égale à 3. Et merci.